And to start, we are delighted to be here to celebrate the 75th birthday of Giuseppe Longo and Anna Soto, that many of us acknowledge to be mentors, teachers, collaborators, and in general role models for when it comes to be great scientists, but also in a committed, responsible, and philosophically informed way. So the organizers, we just introduce ourselves. So I'm in Monteville. I'm a former PhD student of Giuseppe, and right after my PhD, I did a postdoc with Anna Soto and Carlos Sonnenschein. So I worked a lot with them, and since to institutional parts, I continue to work with both of them. I'm Barbara Bravi. I have a background in physics, and currently I'm a lecturer in biomathematics at Imperial College London. And I met Giuseppe about 10 years ago, and I have been fascinated by his work at the interface between biology, mathematics, and physics ever since. And I had the chance of collaborating with him on the topic of randomness in biology. I'm José Antonio Pérez Escobar. I recently got my PhD in philosophy, but I have a background in psychology and neuroscience as well. I first met Giuseppe when he came to ETH Zurich in 2019, I think, or 2018, to give a talk. He came with Mael and Alessandro, and now I'm doing a postdoc with him with a Swiss grant, and so I'm the most recent acquaintance of Giuseppe, let's say, of the ones that we are here. So let's continue with a brief introduction to this colloquium. First, allow me to introduce just an overview of Giuseppe's career. He got his university degree in mathematics from the University of Pisa in 1971, and then he stayed at the University of Pisa until 1989. First as an assistant professor, then associate professor, and then full professor, so he had a long career there. He was a professor for mathematical logic and mathematical methods for computer science. Then in 1989 he was invited to the Cornell Master Program as a visiting professor, and then he liked it and decided to stay at CNRS Research Director at the Department of Mathematics and Computer Science at Cornell Master Program. Then he decided to stay there for a long time until in 2012 he became emeritus professor at the Center Cavalier of Cornell Master Program. Then shortly after that, he hosted Anna Soto's chair for the chair of Blaise Pascal at Cornell Master Program. And then his work could be defined as very interdisciplinary. He had an interest for the foundations of mathematics, and he tended to the cognitive aspects involved, and in a way that was the catalyzer that led to a dialogue between physicists and biologists. He was interested in the intersections between these fields, between the foundations of mathematics, physics, and theoretical biology. And he's known for criticizing the import of the notion of information from computer science directly to biology. And also he was very interested on the question of a mathematical theory for complexity and information of geometric structures. And in the case of biology, this would imply the geometry of levels of organization, for which he created a complexity and morphological information. So now for Anna Soto. So Anna Soto got an MD degree in Argentina at an unknown date.
But then she did a postdoc in Lyon, in France, where she learned a lot about French cuisine, something that she didn't leave aside afterwards. But more seriously, so she was a research assistant professor in 83. In 81, but it's work that started earlier, of course, she co-created the field of endocrine disruptor research. In 89, with Carlos Schoenstein, she published the Society of Cells, and we will come back to that today. In 2000, she became a full professor. In 2013 to 2015, she was Chair Blaise Pascal in Paris, hosted by Giuseppe. And in 2019, she got the Médaille Grande Vermeille de la Ville de Paris for her work on endocrine disruptors. So if we summarize a bit the main topics in Anna's research, there is endocrine disruptors, the theory of carcinogenesis, and the alternative theory that she developed with Carlos Schoenstein, the tissue organization field theory. And it's already a bit embedded in the theory of carcinogenesis, but more generally, so the theory of organisms, notably the question of agency, normativity, and at the interface, of course, with philosophy and mathematics. So Giuseppe Longo and Anna Soto are both turning 75 this year, and we have decided to organize this joint colloquium, even if it can seem a bit peculiar. But actually they have been long-term collaborators, and also their views converge under several aspects. For example, as mentioned, they share this strongly critical stance towards genocentrism and molecular reductionism, as well as the metaphor of information in biology that have dominated organismal biology in the last century. So in this colloquium, we have decided to structure the program in this way. So day one is dedicated to their distinct paths. So we will have sessions that are dedicated to the core of the research from the start. For example, the session about endocrine disruptors for Anna Soto, or the session about foundations of mathematics for Giuseppe Longo. And these sessions will help also understand how their work was also attentive to the more conceptual and epistemological dimension of the research. And next, given that we said that they share many views, including the fact that principles should frame our understanding of the living beings, for example, validation and agency, and also that more in general, a philosophical perspective should frame the scientific practice, we decided to have a day that shows how their paths intersected. First of all, in the search for principles for the organism, and more in general, to try to construct a theoretical knowledge in biology. And as you see from the titles of the sessions, our speakers will help us see also how the research maintained a close relationship with the humanities, for instance, philosophy, and how it stayed also committed to the public debate by addressing the impact of science on the environment and society more in general. So I would say that without further ado, we just leave the stage to our speakers, and we start with a session entitled The Society of Cells.
I'm the chair of this first session entitled The Society of Cells, which, as you know, is the title of the book published in 98 or 99. I found 99 by Anna Soto and Carlos Sonnenschein, where, and you can probably refer to this book as a landmark book or maybe a classical book, where a lot of interesting theoretical and epistemological ideas are developed. So, as you know, one is the idea that proliferation and motility are the default state of cells, and one very important idea is that cancer is to be understood as a tissue-based disease and not a cell-based disease, which, as Mael mentioned, led Anna and Carlos to elaborate the tissue organization theory as an alternative to the somatic view theory. So I guess that many of these ideas will be discussed in the two talks this morning, and I leave the stage to the first speaker, Carlos Sonnenschein. Thank you very much. Good morning, everyone. It is indeed with great pleasure that we simultaneously celebrate the 75th anniversary, or 150th anniversary, as somebody said, of Anna Soto and Giuseppe. I will start by recalling some theoretical background that have guided us in our search and our commentary about what we have done and others have done. And I selected three quotes, one of them by Albert Einstein, who said whether you can or cannot observe a thing depends on the theory which you use. It is the theory that decides what can be observed. The second is by the physicist, the famous physicist, Nobel Prize as well, Richard Feynman, who also published a book in which he said many interesting things. Among them, another thing I must point out is that you cannot prove a vague theory wrong. And finally, Francisco Ayala, about more than 50 years ago, tried to convince people that biology is an autonomous science and should be, let's say, developed as such. And among other things, he said that explanatory theories in biology must be genuinely testable and therefore subject to the possibility of rejection. I wish to call to your attention that being biology a historical science, it should be recalled that when Anna and I started our work around the early 1970s, the zeitgeist was that that was reflected in the textbooks in biology that are still around, claimed that quiescence was the default state of cells. And this was based on a historical process that started at the beginning of the 20th century, in which biological reductionism started to exercise its power. One of the important things that happened at that time, among others, was that cell and tissue culture techniques were established and developed. And of course, genetics, that is something that has been developed during the rest of the century and even today. But in the 1960s, especially until today, there was the introduction, of course, of these mathematical concepts of information, program, and signal that Barbara referred to in the beginning. And
the is that okay? And the other concept that was, let's say, paradigmatic at that point was that cancer was a cell-based disease. That is to say that somatic mutations in a cell was the reason why cancer developed. It was the cause of cancer. This started, of course, historically in 1914 with Theodore Boveri's claim that precisely something was wrong in the chromatin of cells that cause cancer. And following that theory, in 1914, this was a book that was written in German and translated by his wife in 1929. No additions were added, no additions were generated. Otto Warburg's metabolic disease, McFarland Burnett with immunosurveillance and initiation and promotion, and many others, all of them without removing the concept that somatic mutations cause cancer. In other words, these were combinations of the somatic mutation theory plus. And this is the zeitgeist that at which we enter. And of course, as of course, we didn't have any reason to doubt that what the textbooks were telling us was true. So we enter believing all of these things. In other words, we were as brainwashed as everyone else into believing that quiescence was the default state and the right theory to explain carcinogenesis was the somatic mutation theory. Now, just to start up with the issue of what is that in 1999 we put together up to that time, we contributed with a dialogue that we maintained with Anna, we still maintain it. There were three important points that we made. One was that the control of cell proliferation, instead of assuming that the default state was quiescence, we concluded after a number of empirical evidence that we collected that proliferation was instead the default state of all cells. And I insist, all cells. This was a process that started in 1973, and by the mid 80s already, we had convinced ourselves that that was the case. Then we introduced the issue of endocrine disruptors, or at least we discovered that plastics contain synthetic estrogens, and that they were the reason why fetuses that were exposed to these endocrine disruptors developed diseases, including cancer. This is, I'm going to refer this in a minute. And finally, in 1999, when we published our book, The Society of Cells, we entered writing the book under the spell of the somatic mutation theory, but as we were writing the book, we realized that there was something that didn't fit. It was at that point, between 1995 and 1999, this was the time that took us to write the book, we concluded instead that the target of carcinogens was not a cell, but a
tissue. And as a result, we proposed the tissue organization field theory that I'm going to expand again. So, taking one by one our contributions, regarding the control of cell proliferation, we started by asking, in fact, we started here in Paris when Etienne Beaulieu invited me to work for some months at the Hôpital Bicêtre, and he asked me the question, how is that I can devise a reductionist approach to show that indeed estradiol induce the proliferation of its target cells. It took us some time. First of all, we thought that we didn't know how to do experiments because we could not reproduce the data that others claim backed up the notion that estradiol directly induce cell proliferation. And eventually we concluded that proliferation was instead the default state, and what estradiol was doing was canceling the inhibition under which these cells were growing. The second point that we made was historically the discovery of these endocrine disruptors as a result of an accident that we had in the laboratory that we allowed us to enter in what is today called the translation aspect of research, because we propose a test to define which compounds that we didn't know how they behave were indeed estrogenic. And this screen that we developed is now used everywhere in the world as the gold standard to demonstrate that indeed is, the unknown source of estrogenicity are hormones, synthetic compounds that play the role of hormones comparable to that of estrogen or androgen. And finally, in 1999, as I mentioned before, while we were writing the book, The Society of Cells, we developed this alternative view of how carcinogenesis developed by proposing the tissue organization field theory. We first got the theory, and then in 2004 and 2005, we obtained empirical evidence that indicated that indeed the theory that we proposed in a single experiment, the one in 2004, we tested both the tissue organization field theory and the somatic mutation theory, and it ended up favoring the interpretation that we proposed. So today, our proposals are still a minority, in the sense of that it's very difficult to convince people of something in which their salaries depend on not understanding. This is something, it's a quote of a book that was written in 1906 by Upton Sinclair, The Jungle. And regardless of whether it is accepted or not, it's there, and people eventually will accept it or dismiss it. So what we know now is that no single somatic mutation or combination of somatic mutations directly cause cancer. Somatic mutations are just an epiphenomenon. Today, we are always asking, okay, so what is that the somatic mutations do that justify the claim that they cause cancer? And thanks to the development of specific techniques
on tools that the molecular biology revolution introduced, we now know, in fact, they were developed to show that the somatic mutation theory was indeed correct. We now know that normal cells carry the same driver somatic mutations that were to be present only in cancer cells. Okay. Okay, so once again, we now know that normal cells carry the same driver mutations, somatic mutations, that were to be present only in cancer cells, and that cancer cells do not carry those alleged drivers of somatic mutations that were supposed to be only appearing in cancer cells. Clinically, which is how we measure theories empirically, a century of therapeutic failures and the investment of over $250 billion of expenditures on the somatic mutation theory confirm that, in fact, this SMT therapy has been ineffective, unfortunately. Okay, so corollary of all this and additional data nullifies the claim that cancer is a cell-based disease, and the failure of biological reductionism opens the way to biological organicism. Okay, so reaching the end of it, the title of my presentation was Daring to Ask Why and Why Not. In over 50 years, thanks to our productive dialogue, we proposed, as I said, the tissue organization field theory, and in addition, the very important theory of organisms that was, let's say, incubated and delivered by our group of organisms, members of which are here in the audience. Additionally, there are a lot of biological myths that are waiting to be uncovered, and we encourage volunteers to come up and say, here I am. Finally, one always looks for lessons of what all people have gone through in order to learn. Not always, but sometimes our sons and daughters prove us many times wrong. I thought it was very intriguing, and I put it as a warning. It was very intriguing, a commentary that Michael Ruse, famous philosopher, made some years ago, not many years ago, but in 2020. He said some ideas are dangerous, not so much intellectually but socially, because they threaten the status of science, and so they cannot be allowed to get off the ground. It is a very intriguing comment, because it is going against what, let's say, the general public believes that science is for. So the lesson that I was mentioning, or at least I had in mind, was comparable to what Rilke did to a poet. We send a letter to young scientists there to ask why and why not. A final thought.
The most important discoveries will provide answers to questions that we do not yet how to ask, and will concern objects we cannot yet imagine. Regardless, dear Anna and Giuseppe, thanks for everything you've done and for being who you are. Let's keep the conversation going. Happy anniversary. Yes, I think there is not time for questions. It's after the second talk, so even all people connected remotely, keep your questions for the question time after Paul-Antoine's talk. So the second speaker of this session is Paul-Antoine Miquel, Professor of Philosophy at the University of Toulouse. He's going to give his talk in French. Merci beaucoup Mathéo. On m'a accordé le luxe de m'exprimer dans ma langue, que j'utilise mieux que l'anglais. Donc je vais profiter de la situation honteusement et je vais faire cet exposé en français. Alors, merci aux organisateurs de m'avoir invité ici pour parler dans le cadre de cet anniversaire. Là, je suis à la fois fier et touché, hein, parce qu'on se fréquente depuis si longtemps. Voilà. Je voudrais mettre l'accent, en fait, ce que je voudrais essayer de faire, je ne sais pas si j'aurai le temps, et puis vous me couperez si c'est trop long, je peux très bien me couper au milieu si c'est trop long. Okay. C'est le chef qui me dira, là, voilà. Ce que je voudrais essayer de faire, c'est montrer ce qui, pour un philosophe, est important dans ce qu'ils ont fait dès leur ouvrage de 1999, qui a été d'ailleurs le sujet de notre rencontre, hein, puisque c'était ici, à l'École normale supérieure, qu'on s'est rencontrés la première fois. Mais je voudrais montrer aussi comment s'articule sur un point précis le passage de Toft à la théorie des organismes, parce qu'à travers ce passage, il y a justement la rencontre entre Anna, Carlos et puis Giuseppe, et il y a l'ambition au départ de poser des hypothèses dans un cadre qui est celui de la biologie expérimentale, pour arriver à l'idée de construire quelque chose qui puisse être comme l'embryon d'une biologie théorique des organismes. Voilà, ce qui est pas le même niveau. Et je pense que c'est important de le définir, c'est important de le noter dès le départ ici, parce que trop de gens, y compris des scientifiques, pensent que quand on fait de la science, tout est au même niveau, et qu'une science qui essaye justement de faire de la théorie, on peut la même mettre au même niveau qu'une science expérimentale, comme si c'était la même chose. C'est pas du tout la même chose. Et je pense que c'est donc important de noter cet effort pour articuler les deux. Si je dis tous les corps sont pesants en physique, je peux dire en même temps F égale Gm prime L sur R de U. C'est-à-dire que la traduction d'un énoncé dans le langage courant, elle peut se faire dans un langage mathématique. Il y a une structure mathématique qui permet des prédictions, ça n'a rien à voir avec ce qu'on obtient en biologie expérimentale, absolument rien. Donc je pense qu'il ne faut pas confondre les choses, et c'est déjà important qu'un philosophe rappelle ça. Et donc là, il y a l'idée, précisément, à travers ce travail, petit à petit, dans ce groupe de recherche, il y a cette idée, et il y a des gens divers, je ne vais pas tous les citer, il y en a un ici qui dirige les conversations. Il y a l'idée vraiment de passer à un niveau qui est plus théorique. Évidemment, je ne dis pas qu'on a réussi, mais en tout cas, on a essayé de le faire ensemble. Et je pense qu'il y a quand même des choses intéressantes qui ont été proposées, et notamment par les gens de ce groupe. Et là, évidemment, je vais citer Anna et Giuseppe. Alors, pour revenir au point de départ, donc j'ai pris comme point de départ la société des cellules, et je voudrais insister sur 2 points. Ces 2 points vont être mon point de départ.
Le premier point, c'est le culot de mettre au centre du livre, magnifique titre, La Société des cellules, je reviendrai dessus plus tard, mettre au centre du livre, en 1999, le concept d'organisation. Ça, c'est le culot. C'est le culot, parce que quand même, on voit bien en France, on regarde qu'est-ce qu'on apprend quand on réfléchit sur le vivant en France, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît François Jacob, par exemple, la logique du vivant. Voilà, tout le monde a lu ça ici, dans ce pays. Et puis, qu'est-ce que nous apprend François Jacob? Il nous dit, ah non, non, attention, il ne faut pas être un méchant réductionniste, mais dans la pratique, qu'est-ce qu'il fait? Il nous dit, ah, regardez, il y avait d'abord l'organisation, et puis après, il y avait les tissus, et puis après, il y avait la cellule, et puis finalement, il y a les molécules. Et c'est là que tout se fait, c'est là que tout se comprend, c'est au niveau des molécules, vous voyez? Eh bien, on inverse exactement ce mouvement de pensée. Donc, quel culot, voilà. Donc, dès que j'ai vu ça, évidemment, ça m'a tout de suite intéressé, moi. Merci d'avoir eu ce culot, merci d'avoir eu cette audace de dire que l'observable importante en biologie, c'est pas l'information, c'est pas la molécule, que l'observable importante, c'est l'organisation. Et je pense que c'est ce qui a fondé l'unité de notre groupe de recherche. On s'est tous structurés autour de cette idée-là, avec des variantes. On vient tous de directions différentes, d'orientations différentes, mais ça s'est cristallisé autour de cette première chose. Et donc, en effet, l'objet des travaux ultérieurs, on avait là un grand mathématicien, spécialiste de l'informatique théorique, et évidemment, l'objet des travaux ultérieurs, ça a été de critiquer de façon précise, structurée, le concept d'information, et d'abord le concept d'information. Est-ce qu'il est applicable en biologie? Et ensuite de regarder comment les biologistes l'appliquent, cette espèce d'usage complètement métaphorique, ça ne rend même pas compte, c'est ça qui est effrayant, voilà. Et donc, c'était cet objet-là. Et la deuxième chose sur laquelle je vais insister, c'est, Carlos en a déjà parlé, mais je vais prendre le recul un peu du philosophe en parlant de la même chose, c'est l'importance de mettre au centre de leurs travaux expérimentaux sur le cancer le principe de prolifération comme état standard. Alors, au début, c'était juste le principe de prolifération. Après, c'est devenu prolifération avec variation, et puis prolifération avec variation et motilité. Au début, c'était juste le principe dans le texte de 1940, parce que tu as dit variation, Mathéo. Voilà. Ok. Alors, en fait, pour le faire, donc je vais parler essentiellement de qu'est-ce qui est en jeu derrière ces deux choses fondatrices qu'il y a dans le livre, qu'est-ce qui est en jeu. Et je vais donc, le cœur de mon exposé, ça va quand même être vraiment sur la société des cellules. Je vais voir à la fin si je peux faire un peu l'intersection, même si normalement je n'ai pas le droit, mais je vais voir. Voilà. Et donc pour le faire, en fait, écoutez, je me suis amusé à regarder un peu des gens qui écrivent sur la SMT. Je me suis dit, voilà, après tout, peut-être qu'on exagère, il faut quand même qu'on regarde un peu ce qu'ils écrivent, qu'on regarde leurs articles, etc. Donc vous allez voir, parce que quand je les ai lus, du coup, l'avantage c'est que pour un philosophe, c'est pas difficile à lire. Ça, c'est vrai que c'est tellement bête, que c'est tellement idiot que même nous, on peut comprendre très facilement, très rapidement. Là, ça c'est sûr que pour obtenir des crédits, c'est plus facile à comprendre que les trucs qu'on fait dans la théorie des organismes. Ça, c'est clair. Alors d'abord, vous voyez là, j'ai pris cet article comme référence, Fogelstein-Kinsler, là, de 2004 dans Nature Medicine. Voilà. Alors, vous voyez, parce que maintenant, ils se défendent de ces concepts. Hein. Ils disent, on n'a jamais dit ça, c'est faux, etc. Donc, regardez, c'est écrit en toutes lettres. Hein. 2004, le cancer est par essence une maladie génétique. Pas un cancer, un type de cancer, mettons, voilà, si on veut discuter, parce que vous savez, il y a des discussions chez les philosophes, là, enfin, ça a été un débat, c'est toujours un débat. Ah, mais après tout, peut-être qu'il faut une pluralité d'approches pour le cancer. Hein. Peut-être qu'il y a certains aspects qui sont bons dans la somatic mutation theory et d'autres qui sont bons dans Tufts et qu'il faut voir, en fait, avoir cette idée qu'il y a plusieurs perspectives, que la raison est plurielle, on pourrait penser comme ça. J'ai des collègues qui pensent comme ça. Bon. Et je vais vous montrer que là, c'est très très difficile de penser qu'il y a plusieurs perspectives, que la raison est plurielle, parce que vous allez voir à quel point ça ne tient pas debout ce qu'il raconte, quoi, vraiment. Bon. Alors déjà, d'abord, voilà, c'est une maladie génétique, et en fait, vous voyez, voilà, parce que pourquoi c'est une maladie génétique? Pourquoi? Parce qu'il y a des mutations génétiques qui ont été clairement identifiées, et une fois qu'on connaît les mutations, on connaît aussi les chemins. Hein? Ah bah oui, parce que tout est causal, et puis c'est linéaire, ah c'est super, il y a les mutations, et puis il y a les chemins, et donc on va voir,
On va voir comment la pathologie se déclenche. Ah ben, non, mais c'est ça qui est bien, c'est que quand on a un monde comme ça, un monde aussi simplifié, tout est facile à comprendre, c'est parfait. Et donc, voilà, après, ils prennent des images toujours les mêmes. Parce qu'en fait, ce qu'ils ont dans la tête, là, il faudrait faire tout un exposé sur ça. Je ne dis pas que c'est forcément mauvais, parce que c'est très ancien en biologie, dans l'histoire. Ce qu'ils ont dans la tête, c'est le modèle de la machine, bien sûr. Il faudrait montrer les évolutions de ce modèle au cours de l'histoire de la biologie. D'abord, c'est l'image de la montre, c'est une image mécanique. Après, c'est l'image du thermostat, ça c'est Claude Bernard, ça commence avec Claude Bernard, et puis évidemment ça va se développer après, dans les années 1950. Et puis après, il y a l'image de l'ordinateur. C'est ça qu'ils ont dans la tête tout le temps, ces gens. Hein, voilà. Et donc là, mais c'est même pas le thermostat, c'est même pas l'ordinateur, c'est carrément la voiture. C'est la voiture qui sert. Enfin, on est en pleine métaphore, enfin, je sais pas comment des gens osent dire que ça c'est de la science, quoi. Expliquer que ce qu'ils font c'est de la science. Enfin, je sais pas comment. Enfin, et comparer ça avec des gens qui font des théories physiques et tout ça comme si c'était pareil, quoi. Donc voilà, le cancer, il y aurait 3 types de mutations qui déclenchent le cancer. Alors je vais vous expliquer, c'est pas dur à comprendre, même un enfant peut comprendre. Vous avez la mutation qui fait qu'on appuie sur l'accélérateur. Yeah! Ça c'est l'oncogène qui mute. Alors on appuie sur l'accélérateur. Ah, c'est la première mutation qui déclenche. Après, il y en a une deuxième, c'est celle qui casse le frein. Vous voyez, c'est pas dur à comprendre. Celle qui casse le frein, c'est le gène suppresseur de tumeur. Voilà, alors vous avez RAS d'un côté, vous avez RCBA de l'autre, par exemple, voilà. Et puis, alors, vous avez les gènes qui cassent la mécanique de la voiture. C'est les systèmes de réparation qui sont abîmés. Donc, tout est clair. Et puis, voilà, on peut expliquer ça aux gens, aux décideurs. Ils nous donnent l'argent, il n'y a pas de souci. Et regardez, maintenant, on va mettre ça dans les manuels. Je me suis amusé à prendre un manuel. Après, en fait, c'est un thésard. Donc, voilà ce qu'on va apprendre aux élèves. Et après, les élèves, ils vont avoir des cours de philo, on va discuter ces trucs-là. Ils vont dire, mais il est fou celui-là de discuter ça, pourquoi ils disent que c'est tellement clair. Regardez, vous avez un petit dessin, vous avez les petites boules là-haut, là, c'est growth factor. Ah là, on va mettre les petites boules, et regardez, dès qu'on met les petites boules, il y a le pathway, là, vous le voyez, le pathway, il y a la cascade de réaction qui est déclenchée par l'expression du gène RAS, voilà. Et puis le résultat de cette cascade de réaction, c'est la division cellulaire normale. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que, à cause de la méchante mutation maléfique du gène RAS, c'est vraiment ce niveau-là, quoi. La méchante mutation maléfique du gène RAS, pouf! Eh ben, ça va se mettre en marche, même quand il n'y a pas de facteur de croissance, dis donc. Ouais, génial, j'ai tout compris. Ça, c'est vrai que j'ai pigé tout de suite. J'ai compris, je crois que je peux faire une licence de bio, là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, c'est pas dur à comprendre. Voilà. Alors, quand même, on peut se demander, et puis quand même, les auteurs de cet article de 2004, ils commencent quand même un peu, enfin, ils sont pas complètement idiots, quoi, c'est des scientifiques qui connaissent le vivant et tout, donc ils commencent tout de suite à se dire, ok, mais quand même, finalement, si je dis que c'est la cause, ça veut dire que c'est... Ça veut dire quoi, la cause? Mettons que la cause, ce soit le déclencheur. Ah, parce que cause, ça peut avoir plusieurs sens. Donc, mettons que cause, ça veut dire déclencheur. Mais alors, qu'est-ce que ça déclenche exactement, cette mutation? On dit une division cellulaire anormale, mais une division cellulaire anormale qui donne naissance à quoi? À une tumeur bénigne, processus initial, à une tumeur maligne, processus intermédiaire, ou finalement aux métastases. Il pose la question dans son article de 2004, c'est-à-dire au moment où ça devient mortel. Bon. Alors, elles sont responsables de quoi, ces mutations? Des trois étapes? Si elles sont responsables juste de la première étape, c'est pas le cancer, la première étape. Et il dit, ah mais les mutations, c'est vrai que c'est embêtant parce qu'elles sont au début. Alors, il y a un petit souci, surtout avec les métastases. Là, on sent qu'on peut quand même, il faut un truc plus compliqué pour expliquer les métastases. Alors, ils vont chercher un truc plus compliqué, mais comme ils partent des bases fausses, évidemment, ajouter des hypothèses fausses aux bases sur lesquelles ils s'appuient. Bon, après, je vais pas être, voilà, après, vous voyez, je vais pas partir dans les remarques qu'il fait lui-même, parce qu'on ne voit plus, évidemment, ces remarques dans les manuels, elles disparaissent. Que, évidemment, le gène RAS muté, il est actif dans certains cancers, pas dans d'autres, que le RAS humain, eh ben, c'est un oncogène, alors que chez la souris, il devient suppresseur de tumeur. L'accélérateur d'un côté, pouf, ça se transforme en frein, donc il n'y a pas de souci, on maîtrise tout est causal, il y a le mécanisme, tout va bien, bien amis, tout va bien. Voilà. Et puis évidemment, le point que Carlos et Anna... Non mais c'est grave quand même, parce qu'on fait comme si c'était un peu des illuminés, comme si on était un groupe d'illuminés. Alors que c'est eux qui sont des bons à rien, quand même, il faut bien dire les choses. C'est eux les bons à rien. Voilà, bon. Et donc là, le point sur lequel ils ont mis l'accent ici, c'est la question de la réversibilité
des phénotypes qui est déjà une espèce d'expérience cruciale, en fait. Si c'était juste une mutation qui pouvait être la cause du déclenchement, mettons, d'une tumeur et même d'une tumeur maligne, on ne voit pas pourquoi il pourrait y avoir cette réversibilité des phénotypes qui fait qu'on change de contexte, le phénotype cancéreux devient normal et réciproquement. Là, j'ai pris deux citations justement de la Société des cellules. Voilà. Alors, je voudrais insister sur 3 points là. Je vais prendre un recul un peu philosophique maintenant. Je voudrais insister sur 3 points. Premier point, la logique d'explication. Ils ne s'en rendent évidemment pas compte puisqu'ils n'ont jamais fait de philo. Donc, la logique d'explication, ces gens qui font la SCMT, c'est une logique d'explication binaire. Ça, c'est le premier point sur lequel je voudrais insister. C'est-à-dire, pour eux, dans leur tête, c'est très simple, parce que c'est comme une machine. Je prends ma voiture, elle marche ou elle ne marche pas, c'est binaire. Hein, et si elle ne marche pas, c'est parce qu'elle est en panne. Et bien donc, ça doit être la même chose pour un système biologique. Soit il marche et il est sain, soit il ne marche pas et il est en panne. Et dans ce cas, la pathologie, c'est ça. C'est le système qui est en panne. Donc vous voyez, c'est binaire. Soit c'est sain, soit c'est en panne. Voilà, c'est ça le premier postulat fondamental. Et il y a un truc de logique qui est très profond derrière. Il n'y a pas d'alternative. Et vous allez voir qu'on peut tout à fait penser différemment. Il y avait une tradition philosophique française pour rejeter cette binarité. Et Anna et Carlos vont s'y intéresser de près. J'en parlerai tout à l'heure. Alors, la deuxième chose, c'est que, évidemment, du coup, vous voyez que ce qui déclenche l'accident, le fonctionnement anormal, c'est un accident génétique. Et qu'on voit que le gène est quelque chose qui a des super pouvoirs. Ah, super pouvoirs. Ça vient sûrement de la génétique du développement, cette idée, mais bon, le gène, c'est même pas la séquence là, de nucléotides qui contrôle la synthèse d'un acide aminé, c'est même pas la séquence de nucléotides qui contrôle la synthèse d'une protéine, c'est même pas la séquence de nucléotides qui contrôle l'expression d'un caractère. Déjà là, on est dans un truc fantastique, hein, on passe du grain de sable dans la dune à la dune, hein, comme si c'était pareil. Bon. Mais enfin, après, admettons que le phénotype soit contrôlé aussi par une modification du gène. Là, on a aussi le gène, il contrôle carrément le bon fonctionnement de l'organe, quoi. Ou le mauvais fonctionnement, c'est fantastique, c'est Superman, super bien. Voilà. Bon, alors ça, c'est le deuxième postulat fondamental, qu'on trouve aussi, évidemment, en biologie du développement. Troisième postulat, c'est que, en effet, comme Carlos l'a répété tout à l'heure, dans un organisme multicellulaire, l'état standard, c'est l'acquiescence. Et que donc, ce qui fait sortir de l'acquiescence, ce sont les petites boules de tout à l'heure, les facteurs de croissance. Alors, dès 1999, comme il l'a rappelé Carlos, je vais aller vite là-dessus, il discute cette théorie, je vais aller vite là-dessus, c'est très intéressant, je n'ai pas eu le temps de regarder de près, mais c'est par rapport au système endocrinien et tout ça, le rôle des hormones, ils discutent le rôle des hormones. En fait, tout le début de leur livre, c'est sur ça, c'est une discussion sur ça, très complexe, avec plusieurs hypothèses, je ne vais pas les rappeler ici, mais voilà, c'est très intéressant. Et puis, juste après, 2004-2005, il ne l'a pas évoqué tout à l'heure, donc moi je vais l'évoquer ici, il se met en place vraiment l'expérience cruciale, pour moi c'est la deuxième expérience cruciale, une expérience qui montre que la cible c'est bien le tissu, en tout cas pour les animaux qu'ils vont utiliser comme modèle, et que la cible c'est pas simplement la cellule. Et donc voilà l'expérience. Elle est là, ça concerne les tissus de la glande mammaire du rat, on l'expose à un carcinogène, le NMU, et puis on voit bien qu'il y a un ordre qui fait que ça se déclenche le cancer ou que ça ne se déclenche pas. Il faut une exposition du NMU préalable au stroma, et là peu importe ce qu'on fait aux cellules épithéliales après, c'est-à-dire donc les tissus conjonctifs plutôt que les tissus fonctionnels, et là, peu importe ce qu'on fait au tissu fonctionnel après, c'est si on expose d'abord les tissus conjonctifs que la tumeur se déclenche. Ça prend, ouais, c'est capital, c'est une expérience cruciale. Après, peut-être que tout n'est pas dit sur le cancer avec ça, mais il y a vraiment, c'est comme, on peut comparer ça en physique, le jour où il y a une expérience qui dit, voilà, c'est pas juste particulière la lumière, c'est forcément ondulatoire. Bah, ils disent quelque chose d'équivalent. Il faut les écouter, ils disent quelque chose d'équivalent. Peut-être qu'on n'a pas encore la théorie quantique qui permet d'articuler corpusculaire et ondulatoire, comme elle viendra après. Mais il y a une expérience cruciale. Ça, elle est là. Alors pourquoi on ne l'écoute pas? Pourquoi on reste sourd? Voilà. Parce qu'elle est claire. Si j'expose d'abord le NMU aux cellules épithéliales, ça ne fait rien. Voilà. Merci Anna, merci Carlos. Alors, ensuite, dans cette expérience cruciale, c'est pour ça que je me suis amusé de partir de cet article et du gène RAS justement, parce que le gène RAS n'a aucune signification. Il n'est pas corrélé au déclenchement du cancer dans ce cas précis.
Voilà. Alors, en fait, je pense que, je voudrais insister là-dessus maintenant, je pense que sous ces expériences, il y a deux profondes intuitions. Je vais aller dans un langage encore un peu plus philosophique, voilà. Je pense que cette profonde intuition, c'est que tous les êtres vivants tendent à proliférer. Ce n'est pas seulement les unicellulaires. Que tous les êtres vivants tendent à proliférer. Et qu'est-ce que c'est cette profonde intuition? En fait, il y a deux intuitions. Et là, je vais rappeler, je vais revenir sur les titres de tout à l'heure, justement. Il y a deux profondes intuitions qui fait qu'on s'est rencontrés, qu'on a discuté, voilà. Ces deux, et aussi avec toi, Giuseppe, hein, parce qu'on a tous les mêmes idées philosophiques au fond, hein, c'est clair, voilà. Ces deux profondes intuitions, premièrement, c'est que c'est l'activité qui prime sur l'acquiescence. C'est pas l'acquiescence qui prime sur l'activité. Et ça, c'est une très profonde intuition. Parce que le geste scientifique, vous allez voir, et c'est ce qui va nous réunir vraiment, le geste scientifique, normalement, il nous pousse, surtout quand il est mathématisé, à faire le contraire. C'est-à-dire à comprendre les changements par l'invariance, et pas l'invariance par le changement. Là, on a une forme de changement qui vient en premier, qui n'est pas soutenue par quelque chose d'invariant en dessous. Et donc là, il y a quelque chose qui inverse le geste habituel du raisonnement scientifique. Et donc là, il y a une profonde intuition qui est liée à la spécificité du vivant. Et puis la deuxième profonde intuition, ici, c'est sur l'individuation biologique. Je ne vais pas la suivre dans cet exposé, mais on pourrait le faire, on l'a fait ailleurs, elle est très importante. C'est très difficile de définir un individu biologique sans dire qu'un individu, c'est en même temps une société. C'est tout bête. Et évidemment, ça aboutit soit au concept d'holobionte en un sens, soit au concept de superorganisme en un autre sens. Mais c'est ça qui est la clé de leur intuition, déjà en 1999. Voilà. Alors, donc, si je donne la priorité à l'activité sur l'être, pourquoi c'est intéressant? Parce que j'ai une ontologie du devenir derrière. Voilà. C'est ça, c'est le point sur lequel je vais mettre l'accent. Je ne vais pas la développer, mais c'est un point crucial. Parce que c'est un point qui accorde une priorité à l'agir sur l'être. L'agir n'est pas une propriété de ce qui est, c'est l'est qui est le résultat d'une activité. C'est l'être qui est le résultat d'une activité. C'est ça l'inversion métaphysique fondamentale. Et c'est une inversion qui a une tradition qui remonte à Héraclite, qui passe par le spiritualisme français, qui passe par la philosophie allemande de Nietzsche, etc. Il y a une tradition derrière cette inversion. Elle est juste pas connue des scientifiques, c'est tout. Voilà. Et donc la conséquence, c'est deux hypothèses fondamentales, deux hypothèses philosophiques fondamentales, mais derrière, elles sont importantes pour essayer de construire un geste théorique. Ces deux hypothèses fondamentales, c'est les organismes vivants, leur structure et le résultat de leurs opérations. Leurs opérations ne sont pas une propriété de leur structure. Leur structure et le résultat de leurs opérations. Ils sont ce qu'ils font de ce qu'ils sont. C'est ça le premier geste important. Et du coup, la réalité biologique devient une réalité processuelle. C'est ça le premier geste important. Ce ne sont plus des objets, ce ne sont plus des machines, ce sont des processus. Ça change tout. Voilà. Et le deuxième geste, c'est que la variation joue un rôle crucial en biologie, qu'elle ne joue pas en physique. Parce qu'en physique, rappelez-vous le texte de Schrödinger, The Naive Approach of the Physicist, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Il avait déjà très bien compris dans What is Life. Il dit, voilà, qu'est-ce que c'est The Naive Approach of the Physicist? C'est penser que la variation, je peux traiter ça par les probabilités, les statistiques. Parce que la variation, ce n'est pas un problème si j'ai des distributions de probabilités, ce n'est pas un problème. J'ai un espace des états possibles, bon, et puis à partir de là, je peux faire des calculs d'espérance et de variance que je peux traduire statistiquement en calcul de moyenne et d'écart à la moyenne, et donc je peux très bien intégrer la variation. La variation, c'est ce qui vérifie la moyenne. Il n'y a pas de souci, je peux faire ça dans plein de théories physiques, y compris la physique quantique. Il n'y a pas de souci. Et là, le problème, c'est qu'on va penser la variation dans une autre tradition. Cette tradition, c'est que la contrainte fondamentale, et je cite encore Anna et Carlos, au niveau de l'ontologie des multicellulaires, comme au niveau des populations bactériennes, c'est une cellule se divise en deux autres cellules non identiques l'une à l'autre. Donc c'est là que prolifération avec variation et motilité, ça apparaît. C'est-à-dire que, voilà, c'est qu'est-ce qu'il y a dessous, vous vous rendez peut-être pas compte, ce qu'il y a dessous, c'est qu'il n'y a plus de concept de reproduction en biologie. Il n'y a plus de reproduction, il y a itération avec variation. Il y a itération non identique. Le concept de reproduction, c'est un concept aristotélicien. C'est un concept qui dit le même revient, le même engendre le même. C'est ça la reproduction, la génésis, c'est ça chez Aristote. Le même engendre le même. Là, c'est pas le même qui revient, c'est l'autre qui revient. Vous voyez? Là, on est dans une ontologie du devenir. C'est l'altérité qui revient. La récursivité, c'est une récursivité non triviale parce qu'elle fait revenir l'autre.
elle ne fait pas revenir le même. C'est ça la différence cruciale. Et dans un tel cadre, qu'est-ce que devient la variation? Eh ben, la variation, c'est l'autre qui revient. C'est pas le même qui revient. C'est-à-dire, je peux plus effacer les variations avec des moyennes. Ça ne marche plus. C'est l'autre qui revient. C'est-à-dire que la variation est une anomalie. Et c'est comme ça qu'ensuite, Anna et Carlos vont rencontrer la pensée de Georges Canguilhem. Parce que tout le fondement de la pensée de Georges Canguilhem, c'est cette notion-là. Il ne faut pas confondre la variation au sein d'une simple variation stochastique, qui est parfaitement contrôlée en physique, avec l'anomalie biologique. L'anomalie biologique n'est pas une simple variation stochastique. Et pourquoi elle n'est pas une simple variation stochastique? Parce que si je veux faire des calculs de moyenne à partir des variations que je trouve en biologie, j'aurai une photographie, et c'est tout. Je peux m'arranger pour que cette photographie se ressemble, en changeant les contextes, le temps, mais ça sera toujours un peu une photographie, comme les sondages en politique. La photographie ne me dira rien de la structure des phénomènes qui se produisent. Elle ne me dira rien de la façon dont les phénomènes se produisent, ou peu, elle ne me dira pas assez. Elle me dira des aspects robustes du phénomène, et elle manquera les aspects plastiques du phénomène. Elle dira un peu, comme quand on prend un médicament, ça aide un peu, mais vous savez toutes et tous que c'est plein d'effets secondaires, les médicaments. Voilà. Et bien, quand on prend des photographies de ce genre, elles aussi, elles sont toutes pleines d'effets secondaires, y compris quand on va faire des analyses dans un labo. C'est une photographie, ça dit quelque chose pour une population, d'ailleurs les médecins savent bien ça, ils changent de population. Le taux de sucre, etc., par exemple, ben, je change de population, ça ne va pas être la même photographie. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça change? Ça change que l'organisation biologique, c'est pas juste quelque chose qui est robuste, mais c'est quelque chose qui doit supporter la plasticité. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit être capable de se recomposer sous l'effet des anomalies qui apparaissent. C'est ça l'idée clé qui est derrière. Qui est capable du coup de résister aux différentes formes de variations qui apparaissent et qui peuvent modifier le fonctionnement, y compris physiologique, d'un organisme. Et justement, modification du fonctionnement, y compris physiologique d'un organisme, ça peut prendre la forme d'une pathologie comme le cancer, précisément. Voilà. Et donc, évidemment, et c'est là que je revenais tout à l'heure, là on a un raisonnement qui est plus binaire. La maladie n'est plus un simple fonctionnement, elle trouve sa source dans un principe fondamental de fonctionnement des organismes, au contraire, parce qu'il n'y a pas d'organisation sans variation. Et donc il n'y a pas d'organisation sans anomalie. Et donc l'organisation, c'est l'idée que l'organisation peut se recomposer sous l'effet des anomalies qui surviennent tout le temps, donc changer continuellement, c'est ça le concept de plasticité. Et la santé, c'est plus du tout l'absence de maladie, c'est la capacité de résister aux maladies, au contraire. Et nous ne sommes plus du tout dans la logique binaire des biologistes de la SMT, nous sommes dans un cadre de pensée qui est beaucoup plus celui de Canguilhem, qui est beaucoup plus celui de Nietzsche, qui est beaucoup plus celui de Bergson. Des gens que personne ne lit en biologie. Pourtant, ils devraient commencer dès demain matin à le faire. Dès demain matin, commencer leur lecture. Ça leur ferait sortir de leur univers carcéral. Alors, une des grandes forces de Anna et Carlos, c'est là que je ne sais pas si j'ai le temps en fait. J'ai le temps. Tu m'arrêtes, hein, je m'arrête quand tu me dis. T'inquiète. C'est d'avoir permis de faire un pont, faire un passage, et donc je vais faire un peu l'intersection quand même, pardon, hein, je suis hors sujet, mais je vais faire un peu l'intersection, de faire le pont entre quelque chose qui se joue au niveau de l'ontogénie, c'est-à-dire le principe de prolifération avec variation et motilité, et puis quelque chose qu'on connaît depuis longtemps en phylogénie, c'est-à-dire le principe de descendance avec modification. Parce qu'en fait, ce que je vous ai dit tout à l'heure, Darwin le disait déjà. Darwin emploie très rarement le terme de reproduction. Très rarement. Il dit descendance avec modification. Il ne dit pas reproduction. Et là, c'est là qu'il y a... Je n'ai pas le temps de développer les concepts, c'est dommage, mais j'ai pas le temps de développer les concepts, et d'autres vont le faire sans doute dans ces 2 journées. C'était là qu'il y a vraiment l'articulation avec les choses qui intéressaient au départ Francis Bailly et Giuseppe Longo, puisqu'ils ont présenté des concepts ici qui, d'une certaine manière, peuvent se transformer en interprétation du principe de descendance. Donnent un sens théorique, en tout cas, au principe de descendance avec modification en biologie de l'évolution. Donc l'axe de départ de Giuseppe et Francis Bailly, c'était plutôt en fait sur la biologie de l'évolution, mais ça rejoint ici des questions sur l'ontogénie. Et donc l'idée évidemment, c'est que le même problème se pose, un peu différemment, mais quand même se pose
du point de vue du développement et de l'ontologie de génie et des pathologies du développement d'un côté, et puis du point de vue de l'évolution de l'autre. On a un vrai axe théorique pour penser les fameuses articulations évo et dévo. Et même en fait, c'est éco, évo, dévo. Parce que, en fait, je ne vais pas avoir le temps de développer ça aujourd'hui, mais les notions d'enablement et tout ça, ça nous amène vers éco. C'est pas juste évo, dévo, c'est éco en même temps. Je ne développerai pas l'enablement aujourd'hui, c'est dommage, mais j'espère que d'autres vont en parler, vont l'évoquer. Donc voilà, je vais revenir un tout petit peu, mais essentiellement, la criticité étendue au départ, c'était cette idée que la transition du physique au physique n'est pas une simple transition critique, comme dans les transitions de phase. Que j'ai une espèce de chose qui fait que, au fond, j'ai pas seulement une brisure de symétrie, mais que j'ai une espèce de cercle dans lequel les brisures de symétrie, c'est l'état normal du système en question. C'est pas un état exceptionnel qui arrive sous certaines valeurs de certains paramètres de contrôle, comme c'est le cas en physique pour le ferromagnétisme ou pour même le cristal, une transition du premier ordre. Non, non, là, ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. Donc, ça devient le monde, ça devient un monde. Ils sont en permanence exposés, les systèmes biologiques aux brisures de symétrie sont en permanence exposés à des transitions de phase. Donc il y a une espèce d'effet de boucle, comme ça, qui fait qu'elles s'auto-alimentent, les transitions de phase. Voilà, c'est ça, enfin moi c'est comme ça que je comprenais le concept de criticité étendue. Et le concept d'anti-entropie qui va arriver un peu plus tard et qui a été retravaillé par Maël après, notamment dans plusieurs articles, d'abord avec Giuseppe et ensuite tout seul, c'est vraiment pour mettre l'accent sur l'historicité des phénomènes biologiques, qui est lié au principe de descendance avec modification que j'évoquais tout à l'heure. Alors, bon, je disais tout à l'heure, il n'y a pas ici de... Je voudrais quand même marquer ce point, peut-être dans la discussion après, on reviendra. Il faut se méfier des analogies, hein. Comparaison n'est pas raison, donc dire qu'on peut articuler, ça ne veut pas dire que c'est pareil. C'est-à-dire, évidemment, un système biologique local, il dépend de contraintes évolutives. Donc, je ne peux pas prendre un système biologique local qui dépend de contraintes évolutives au même niveau que le système global, c'est-à-dire la biosphère. Hein, je peux pas les mettre au même niveau. Hein, première chose. Et puis, mais l'idée, c'est de ne pas séparer et sectoriser. L'idée, c'est qu'on peut articuler le niveau local et le niveau global. Voilà, c'est ça l'idée. Puis dès qu'on parle d'évolution, en fait, on parle du niveau global, en réalité. Voilà. Bon. Et puis, alors, en fait, donc je voudrais insister un peu sur ce point. Je ne sais pas si j'ai le temps. Je dois 3 minutes, 4 minutes. Juste un tout petit peu. Alors, et puis tu me pourras... Autrement, de toute façon, ça peut durer 1 heure, donc il vaut mieux que je m'arrête. Voilà. Tu me dis simplement, tu me dis stop pendant toi, voilà. Donc je disais, c'est le concept d'historicité qui est au cœur du truc, et c'est ça que je voudrais montrer maintenant. Je vais le faire peut-être très vite. Vous voyez, je prends juste le schéma darwinien ici. Voilà. Sauf que je me suis amusé à montrer ce qu'il y a dessous. Pourquoi est-ce que ça induit un raisonnement historique ? Parce que vous voyez, la classification qu'il propose là, Darwin, évidemment, si on la lit de manière verticale, comme c'est présenté dans l'origine des espèces, on ne se rend pas compte. On a l'impression que ça ressemble aux classifications qu'il y avait avant. Qu'est-ce que c'était les classifications qu'il y avait avant ? C'était des classifications en espèces et en genre. Des classifications héritées du modèle d'Aristote et de Porphyre ensuite, hein, des classifications en espèces et en genre. Et qu'est-ce que c'est le défaut de classification en espèces et en genre ? Qu'on met l'accent sur la physiologie, comme Cuvier par exemple, ou l'accent sur l'anatomie, comme Saint-Hilaire par exemple, qu'est-ce que ça donne ? Toujours la même chose, c'est-à-dire au début j'ai ce que j'observe, et puis ensuite, à partir de ce que j'observe, il faut que je puisse spéculer pour faire des rassemblements. Mais j'ai rien qui permet de justifier mes spéculations. Donc, vous voyez, au cœur de la classification, j'ai une exigence logique, mais il n'y a rien qui permet de justifier théoriquement cette exigence logique. Elle est spéculative. Vous voyez, ça ressemble un peu au philosophe analytique. Vous voyez, elle est purement spéculative. Bon. Et puis, voilà le geste génial de Darwin, c'est ça, c'est je fais basculer le tableau. Et d'un seul coup, ce qui était un haut et un bas, ça devient un avant et un après. Et là, le temps intervient. Là, le temps devient majeur. Voilà pourquoi j'ai mis la grosse flèche bleue là. Le temps intervient parce que justement, ce qui se passe après, ça dépend du passé.
Et je ne peux pas revenir en arrière. C'est pas comme dans un schéma physique avec le pendule ou l'équation, il suffit de mettre un plus et un moins, elle va me dire que c'est pas comme ça, et puis ensuite elle me dit comment ça revient comme ça, parce qu'il y a réversibilité complète du mouvement pour le pendule, ce sera la même équation. Bon. Et là, ça ne va pas du tout être la même chose, parce que là, justement, le principe de descendance avec modification va faire qu'au fur et à mesure que les variations apparaissent, au fur et à mesure, si je reprends l'idée de Darwin, on ne va pas la discuter ici, que la sélection naturelle agit, et ben j'ai de plus en plus de variétés et puis d'espèces qui émergent, et donc ça diverge, ça ne converge pas. C'est la divergence qui est maximisée, c'est pas la convergence. Alors ce qu'a simplement montré Giuseppe, et puis au fond, je vais peut-être m'arrêter ici sur ça, ce qu'a simplement montré Giuseppe, et on rediscutera de ça plus loin après, c'est qu'en fait, Darwin disait ça sans mathématiques, sans idées mathématiques, il ne connaissait rien aux maths, Darwin, même pas les probabilités, il ne connaissait rien. Bon. Mais en fait, l'intuition profonde, c'est que, vous voyez ici, ce qui fait qu'il y a la divergence des variétés, des espèces, c'est qu'à chaque fois, il y a des variations héréditaires nouvelles qui s'ajoutent, nouvelles. D'ailleurs, pour un théoricien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'espace des états possibles qui est défini à l'avance. Parce qu'à chaque génération, de nouveaux états possibles apparaissent. Vous voyez, ça ressemble à presque une citation de Bergson que je suis en train de faire, en fait. Il y a nouveauté quand ce sont des possibles qui émergent. C'est ça la vraie nouveauté. Enfin, à chaque instant, les possibles émergent. Et pas simplement quelque chose qui se réalise, mais des possibles en même temps que ce qui se réalise. Et bien là, vous voyez, c'est exactement ça. Ce qui est au cœur de la divergence des variétés des espèces, là, c'est forcément toujours divergent parce qu'à chaque génération, il y a de nouvelles variétés, de nouveaux possibles qui émergent. Et donc, je vais peut-être insister là-dessus juste en 3 phrases pour terminer. C'est à cause de ça, et ça c'est la grande leçon théorique que je retiens de Giuseppe, qui est cruciale aussi, qui est centrale. Évidemment, il faut connaître un peu ces trucs pour comprendre. La grande leçon de ça, c'est qu'à la base même, au fondement même de l'évolution ou de l'histoire des systèmes biologiques, je n'ai pas un principe invariant. J'ai un principe de changement, au contraire. Et ça, c'est exactement le contraire des théories physiques classiques. À la base de toute théorie physique classique, que je prenne la mécanique classique, que je prenne la physique relativiste, que je prenne la physique quantique, j'ai toujours le même postulat. Le même postulat, c'est je vais comprendre comment les phénomènes changent, comment ils varient, à partir d'une structure qui reste invariante. Et en général, ce qui symbolise cette invariance, c'est des symétries reliées à la conservation de l'énergie, comme l'avait bien expliqué Émilie Noether. Et donc, c'est cette inversion-là qui est en jeu ici. Et vous voyez, j'espère qu'elle vous séduit un peu, parce que vous voyez, on n'est pas des illuminés, on est juste des gens qui essayent autre chose, et on essaye des choses que les autres n'essayent même pas de penser. Ils ne font pas l'effort d'essayer de penser. Ils restent avec leurs histoires de machines, de voitures, de freins, d'accélérateurs. Pauvres gens, pauvres gens. Merci Anna, merci Giuseppe. So, that's a question. We have 15 minutes. I think we can also have questions from people connected remotely. I don't know if you can hear them. Yeah. And people ask us a question in the room, please use the micro, otherwise people remote cannot hear us. Ok, adoro. So, questions are open, so if there are remarks or maybe remarks from the Giuseppe and Anna, just to begin. Anna first. Well, okay, I thought it was a... Okay. Well, thank you, Paul Antoine and Carlos. And yes, I think the point that you made, Paul Antoine, about Canguilhem and Nietzsche is so precisely central. I think that writing the Society of Cells moved us from this classical view of that the biologists have all the time, and made us change our way of thinking. And I think that I met you, and Carlos met you in 2003, because I was
doing a sabbatical at the École Normale Supérieure, and actually at Centre Cavaillés. And the reason why I went there is because I was so sick of analytical philosophers, that is what was around at Tufts and in America, that I wanted to see whether I could learn some continental philosophy and a way to understand biology guided by that. And so, in fact, I did. And one of the people invited to my conference where I presented that problem was Paul Antoine, that came back 4 months later with critiques, and we started discussing 4 months later his questions about the Society of Cells. And so that is how this group started, because I met Paul Antoine, and Carlos met Paul Antoine, and we worked on a paper together. And then Paul Antoine invited me to Nice to a meeting that he organized, and there was Giuseppe, and I met Giuseppe in 2005 or 2006. And then with Giuseppe we started working on a paper about information and how it was a bad idea to take information, program, and signal in a metaphorical way, and the rest is history, because that is how we met Maël first, that became our postdoc, and then, of course, with that, when I became Pascalian, we invited Matteo, because he was already working on a principle of organization by closure of constraints, and so the rest is history. But it started like this. It was a big, big push to meet continental philosophy, and everything changed since. That is what I want to say, and I thank France for that. So meet Maël, it wasn't only learning cuisine in Lyon, which is not a bad idea, because at that point it was the Centre Gastronomique du Monde, but also, well, it could be still, but nowadays you can find a bad restaurant in Lyon. 30 years ago you didn't. So anyway, so there is something there that it's, to me, it's very important, and that is why it's not a miracle that we found these special people and thinking in a very different and profound way here in France. And so that is why we are still associated with the Centre Cavaillés, and I'm so happy to see Matthias here. So. And in fact, that is the justification for daring to ask whys and why nots. Mm-hmm. Okay. So this, I don't know if this is working. So. Well, thank you very much. I mean, the speakers, I think they make two beautiful introductions to the themes that are common to us, but actually originated in Carlos and Anna work long ago. I may just briefly tell you, I got to appreciate their approach. Personally, I had been reading since, say, the 80s a lot about evolution. And after meeting Francis Bailly in the early 90s, we started working, but then I realized that the preliminary insight, even to organisms, was actually given by evolution. That's why in the first paper where I really say something about biology, a few lines, in 2000, was an invited speech at the mathematics conference in 2000. The proceedings were never published, but the paper is on my webpage. I mentioned the major difficulties we have, the mathematical difficulties we have to approach evolution, is that in contrast to all existing physical theories, is that each of these theories gives a priori the phase space, and then defines by equations or by tools the dynamics. Instead, in biology, you have a situation where the dynamic itself constitutes a phase space. Yeah, it's like describing a ball running in a cup, but while running, it co-constitutes the structure of the cup. I may say that many mathematicians in the audience did understand that.
And my surprise, and then that's all what I said, and I went back to other kind of considerations. So when I got to read 7 or 8 years later, after meeting Carlos and Anna, their book, I understood that this was the fundamental connection to evolution, that their principle as the full state proliferation and motility was deeply connected to Darwin's work. Darwin's 4 chapters out of the first 6 insist that heredity is descent with modification and then motility, because speciation for Darwin is mostly allopathic speciation, which is motility. So that's more implicit, but it's absolutely clear for Darwin that heredity is proliferation with variation and motility. And that's a major break with before. Darwin makes lots of reference to Lamarck and Buffon, who considers major biologists, but there is a fundamental difference. Both Lamarck and Buffon were embedded in a fixed tradition. For them, reproduction was identical. Then they had to explain variation. That's what Lamarck does. I mean, reproduction for Lamarck is identical. Then variation is deduced by the ecosystem. Darwin says, no, variation is intrinsic to each reproduction, and insists even the breeders who like a species, a variety of cows, cannot maintain it identical. There will always be variation in reproduction. Insists that a lot as a very first principle. Then I make the connection with their principle. I found it absolutely fundamental. And this was enough to me to, without any specific experience, to say, well, they must be right also for cancer. So first there is even an organism, and I noticed their remark about the heart cells that do not reproduce, but if you take them in a cell culture, they do reproduce. So what? So it is they are constrained, and that's what they are fundamental inside. They are constrained, and something breaking this constraint, typical in the prime structure, is a major fundamental source of cancer, and this was enlightening for me. So it seems that this micro works. There is a question from a person remotely, unless you want to reply to them, or otherwise there is a question from... Yeah, I just wanted to say a little thing to Giuseppe. When I met you in 2006 in Nice, you were talking about, among many other things, about the difference between mathematical modeling from principles and what we call modeling in biology, that is just taking stuff from physics and put it in biology. And you say that Turing already said that you model from principles, and the rest is imitation. And so that stuck to my mind, and so we started talking and all that, and we had to wait 10 years more for really addressing that issue. That is when with Maël and as I was Pascalian, we decided to give it a try and model based on biological principles. So, but that started 10 years before when you mentioned that to me, which I'm not a mathematician or expert in information theory, and then that became like a clear point and a reason why we are involved in what we are involved today, trying to really model from the principles we have. So I don't know, how can we... Okay, how can we hear him? Is there a way to... Yeah, they're on the system, and to switch to them. Okay, just so he can go. It's Cyril Rauch. If you want to ask your question, please. I'm not sure that he hears me actually. Try to just mute itself and ask the question. Hello, can you hear me? Yes. Yeah. Okay. So really interesting talk, and so I'm Cyril. So I'm calling from
Nottingham, so I've started, you should be able to see me. Yes. I've started my video, so I think it was, the last talk was remarkable. Yeah, can you, okay? The last talk, so hi, Hannah and, Carlos and Mel. So there's something which I found, the last talk was fantastic. Well, I've got two questions. The first one is that I would like to read more about Bergson and Nietzsche, as a scientist, because I think this is something I've missed out, and you're absolutely right. I think this is something we need to do here. Now, the second question concerns the notion of pragmatism. I can say that in French as well. So tell me about if you want me to ask my question in French, I can do that. No, it's no okay. problem. You can speak in English. It's more comfortable for me to speak in French, but well, no problem. Okay. So the second question comes, with the notion of pragmatism and causality, developed by Hume, and all that sort of Anglo-Saxon tradition about this sort of philosophy. I would like to know because, as you said it quite rightly, I think. The other is not part of a variant, the other is not a deviation, it is another, okay? And I think this is absolutely fundamental, but it also, raises question about, how do you, therefore, bring the sort of pragmatism into shape? Because in this case, you have to drop off the notion of probabilities. You have to drop off, all those notion about, and this is something that really, really excites me, because there is behind that, new question, mathematical developments to be done to resolve these fundamental notions. And I think it is fantastic. So what is the notion of chance? How do you define, all those things in a different worlds? Est-ce que vous m'autorisez à répondre en français pour être précis? Ouais, allez-y. You understand French? It's Of course. more convenient for me. It's French. Ah oui, pardon. Cyril est français. Pardon. Ok, je vais répondre. J'ai déjà oublié le premier point. Mais en tout cas, des livres d'abord, les livres de Nietzsche. Ah oui, voilà. On avait publié pour les donner à Maël. Je vais revenir là-dessus, mais vous pouvez quand même lire Bergson ou l'imagination métaphysique de Paul-Antoine Vicquet, c'est pas mal. Autrement, sur le deuxième point, je vois Mathias qui est au fond de la salle là. Sur le deuxième point, je pense que c'est un point fondamental. Je pense que ce point fondamental trouve sa source sur une simplification des idées qu'on a en ce qui concerne les mathématiques. Voilà. C'est toujours la même chose. Je ne suis pas mathématicien, mais j'ai devant moi quelqu'un qui sait ça. Et puis on va entendre demain des mathématiciens de la même trempe que Giuseppe s'exprimer, vous allez voir. Et notamment, je pense que la source profonde, c'est de comprendre que la différence, même en mathématiques, entre simplement déduction et construction. L'idée qu'il y a un aspect constructif dans toute théorie mathématique. Déjà avec l'arithmétique, il y a un aspect constructif. Ça a été démontré il y a longtemps, mais les gens ont oublié. Ils ont oublié. Il y a déjà une dimension dans les mathématiques qui fait que, pour aller vite, une fonction, et ce que je peux faire avec une fonction, c'est pas la même chose. Ce que je vais faire avec la même chose, c'est pas dit dans la description de la fonction au départ, forcément. Là, je caricature un peu, mais ce que je peux faire avec une théorie mathématique, c'est pas dit dans la description de la théorie mathématique au départ, c'est dans l'axiomatique. Je pense que là, il y a les énoncés de Gödel qui sont quand même assez déterminants. Voilà. Et après, pour ce qui concerne comment faire quand on n'a pas un espace des états au départ, comment faire des maths avec ça, puisque c'est le problème que vous soulevez. Bon, on va voir quelqu'un, moi je ne sais pas répondre, je ne suis pas mathématicien, mais je sais qu'il y a des mathématiciens qui savent un peu faire. On ne les écoute pas, c'est tout. Hein, on va voir Alessandro demain, vous allez voir comment il nous fait passer d'un espace des états à un autre espace des états, et il fait des trucs très amusants. Je ne sais pas si on peut les exploiter déjà en biologie, mais c'est possible, c'est juste qu'on n'a pas essayé, c'est tout. Bon, l'esprit humain est comme ça, mais je crois que, vous voyez, le fond des choses, c'est le fond scientiste. Je pense que le XXe siècle a été scientiste. Ça a apporté beaucoup de choses, parce qu'avant, les gens déliraient un peu, hein. Il y avait de la métaphysique un peu délirante et tout ça.
Mais du coup, on a dit, oh, ces gens délirants, on ne veut plus les écouter, on va faire des choses sérieuses, c'est la science qui fait des choses sérieuses. On s'est pas rendu compte que la science, à chaque fois qu'elle parle, à chaque fois qu'elle réfléchit, elle fait des spéculations, qu'elle ne peut pas s'en passer. Même la science dure, voilà, même les maths font des spéculations. Voilà. Et que donc, en fait, on est là dans la main avec vous, en réalité, tout le temps. Voilà. Et c'est ça qu'il faut réveiller. Il faut essayer de réveiller ça dans cette salle, dans d'autres salles, comprendre qu'il faut des philosophes qui aillent un peu travailler, lire les articles scientifiques, qu'il y ait des scientifiques qui lisent un peu Bergson, ça leur fera du bien, quoi. Voilà. Ça va me faire du bien, je pense. Ouais. So, Merci. yeah. It is 11, so if there are no very urgent questions, I declare the session over and we will have a coffee break. We convene in 15 minutes. Thank you, everybody.